qu'on entend par modèle économique, c'est pas simplement souvent la notion qu'on a tous en tête, à savoir le modèle d'affaires. D'ailleurs, on parle souvent de business model plutôt que modèle économique, ça fait mieux en anglais. En réalité, ça ne permet pas suffisamment de penser. Donc c'est le modèle de financement, c'est une composante parmi d'autres. Comment vous créez de la rentabilité, comment vous financez votre structure, c'est qu'une question de modèle économique, qu'un enjeu. Il y en a trois autres d'après nous. Il y a la question de comment on organise le travail, comment on le divise, la question de comment se répartit le pouvoir et les responsabilités, c'est le modèle de gouvernance. Et le dernier bloc, c'est le modèle d'échange, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on échange et comment. Et vous pouvez répondre à toutes ces questions, soit dans une logique industrielle, soit dans une logique d'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et l'idée à chaque fois, c'est que ce soir, on va reprendre ces 4 blocs, et puis on va vous transmettre un petit peu tout ce qu'on a identifié comme transformations concrètes, les transformations que l'on attend de vous lorsque vous vous engagez dans une trajectoire de nouveaux modèles économiques, dans ces 4 blocs. Pour nous, il y a 3 critères pour pouvoir définir le fait qu'un modèle économique soit un nouveau modèle économique. L'idée d'ailleurs, c'est de lâcher un peu cette idée de modèle. Parce que souvent, l'idée de modèle, elle fait croire qu'on est là pour plaquer quelque chose que l'on a identifié, des outils, une méthode, et il n'y a qu'à foncer, c'est un modèle à copier-coller. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est surtout en fait une visée et une lecture, une façon d'analyser son modèle économique. C'est un référentiel, ce qu'on vous propose. C'est pas une trajectoire qui va d'un point A et d'un point B où tous les jalons sont clairement identifiés. Par contre, on a des grands critères qui nous permettent de dire là, on est ou pas dans une logique de nouveau modèle économique. Le premier critère, c'est le fait que le développement économique ne repose plus uniquement sur une logique de volume, parce que sans ça, ça veut dire qu'on ne sait pas créer de la croissance économique sans consommer plus de matières premières. Et dans ce cas-là, on est nécessairement obligé de choisir entre la croissance ou l'environnement. Donc l'idée, c'est de casser cette corrélation qu'il y a entre, en gros, PIB et puis consommation d'énergie, consommation de matières premières, et de développer de l'économique plutôt, sans consommer toujours plus de matières premières. Premier critère. Deuxième critère, l'idée c'est de générer de l'activité économique, pas d'une n'importe quelle manière, c'est en développant l'utilité sociale et l'utilité environnementale de vos activités. Ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est le fait de ce que vous faites, ça crée des effets utiles socialement et environnementalement, dit autrement. Et dernier point très important pour nous, qui est à l'origine de l'économie de la fonctionnalité, la question de la santé au travail, c'est le fait que votre santé se développe par votre activité de travail, et non l'inverse. Souvent, la question est pensée dans le sens inverse, des salariés qui sont en bonne santé, c'est les salariés qui se travaillent bien. Non, non. L'idée, c'est de se poser, quel est le travail qui développe votre santé ? Vous connaissez peut-être Flexing, qui est une imprimerie qui il y a 10 ans, enfin non, il y a 6 ans maintenant, a décidé de changer de modèle et qui en fait poursuit 2 objectifs: réduire à 0 le gâchis de documents papier, on en parlera pas mal aujourd'hui, et qui cherche à imprimer les documents les plus pertinents. Depuis le mois de juillet, Flexing qui est devenu l'imprimerie partagée. C'est une SAS qui fonctionne en forme de coopérative. Je suis aussi depuis le mois de mars président de l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Si vous avez un nom plus court, je suis preneur. Et puis, je suis aussi depuis le mois de mars aussi associé chez Debunk. C'est une entreprise qui accompagne les changements de modèle économique, qui accompagne les équipes par de l'animation, par le questionnement, l'aide au questionnement sur les modèles économiques. Et je suis avec Marion Duhoy aussi. Premier élément qui va changer dans le contexte de la façon dont vous pensez ce que vous échangez et comment vous l'échangez, c'est dans les modes de contractualisation. Puisque dans un contrat, vous avez en général une durée qui est définie, il y a un début et il y a une fin. Il n'y a qu'une seule facturation, une seule unité de facturation, et 3/4 du temps. Là, dans notre affaire, ça change totalement. La durée, elle est beaucoup plus longue. On n'est pas du tout sur une logique de contractualisation en one-shot. On est sur une contractualisation sur le moyen, voire le long terme. Donc vous allez avoir des facturations qui sont régulières. Vous allez aussi avoir une durée de contractualisation qui articule en même temps le court terme, le moyen et le long terme.
Vous retrouverez dans ces éléments de contrat des clauses qui sont là pour soutenir la coopération, là où traditionnellement dans un contrat, on vous explique qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Voilà ce que tu prends. L'idée, c'est chacun, dans un contrat maintenant, met sur le papier, qu'est-ce que je mets au pot commun pour pouvoir coopérer avec toi. Et enfin, ce qui change concrètement aussi dans le mode de contractualisation, c'est que le plus souvent, vous aviez un client et un fournisseur. Là, il n'y a plus vraiment de client, puisque le client va travailler lui aussi à l'atteinte des effets utiles. Et il n'y a pas un fournisseur, il y a tout un écosystème d'acteurs qui se réunit pour pouvoir coproduire une solution. Donc là, avant que vous aviez une relation bilatérale, vous vous retrouvez à contractualiser avec tout un système d'acteurs. Le premier point là, sur la facturation, c'est parce que dans le cas de l'imprimerie, on se met d'accord sur le fait qu'on a besoin d'un produit dans le modèle traditionnel, et donc toute la valeur est contenue dans le produit. On dit voilà, c'est un papier, un grammage, une date de livraison, une quantité, et il faut juste s'assurer de ça. Quand on passe à une autre proposition de valeur qui est celle de dire je vais t'aider à ne pas gâcher, et donc je ne sais pas exactement combien tu vas consommer, la facturation one shot, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire à l'avance, je ne peux pas définir à l'avance la performance que je vais avoir avec mes clients. Et donc on a adapté la facturation en disant plutôt que de facturer le fait d'imprimer et la livraison en fait, on a proposé à nos clients d'acheter chez nous le droit d'imprimer sans engagement de quantité. Et donc il y a un service qui est rendu qui va s'étaler dans le temps, qui a un début et une fin, qui ne sont pas prévus à l'avance, qu'on peut arrêter quand on le souhaite, en fait, qui va nous permettre d'engager le travail autour de la réduction des quantités. On dépasse du coup un peu la simple facturation de ce qu'on imprime, je le facture toujours, il y a toujours des facturations de ce qui est imprimé, mais en plus, il y a la partie servicielle qui est elle, facturée. Et donc, on appelle ça une adhésion, pas un abonnement, c'est mensuel, une adhésion, parce que au-delà du service rendu, on va demander à nos clients aussi un certain nombre d'engagements. Il y a des choses toutes simples qui sont de dire, puisque nous on cherche à réduire les quantités de documents imprimés gâchés, on va demander à nos clients au moins d'imprimer en 2 fois. C'est bête, mais c'est un premier engagement qu'on leur demande. Et le deuxième engagement qu'on leur demande, c'est après la première utilisation, de au moins avoir un échange avec nous pour discuter de l'usage qu'ils ont fait des documents. Et là, on commence à rentrer dans effectivement ce qui est en jaune, c'est-à-dire qu'on a de la facturation sur le long terme, ce que connaissent un peu plus les informaticiens, et qui ne se fait pas du tout dans l'imprimerie. Et en fait, on commence à parler avec les clients d'engagement mutuel. Et on commence en fait à changer la relation de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on livre le premier document qu'on a fini, nous, de travailler, c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler avec le client. Et donc ça engage en fait toute une discussion autour de la performance de l'imprimerie partagée, j'allais dire Flexing. Ça demande des ajustements, puisqu'en fait il y a des aléas qui se passent tout le temps, et donc on a besoin, en fonction de ce qui se passe chez les clients, d'ajuster les stratégies qu'on a prévues. Des changements de documents, ça peut aussi être des événements qui vont faire monter les quantités, ça peut être des annulations d'événements, c'est plutôt ça qu'on a eu ces derniers temps, qui vont faire baisser les quantités. Et ça nous permet aussi, tous les mois, de faire un point avec nos clients sur quelle performance on a atteint. On a créé des indicateurs qui sont le nombre de quantités de documents qui sont économisés. On a aussi le nombre de mises à jour qui ont été faites, et aussi le nombre de feuilles, le chiffre d'affaires par feuille imprimée, qui nous permet en fait d'avoir quelques repères sur lesquels on dit tiens, on est dans la promesse ou on est à côté. Très très concrètement, lorsqu'on rentre dans une logique de nouveau modèle économique, ce qu'on appelle l'offre, mais qui n'est plus vraiment une offre, vous le sentez bien, Julien, maintenant, il se pointe entre guillemets chez ses clients sans savoir à l'avance ce qu'il va vendre. Donc c'est pas forcément ce qu'on peut encore faire rentrer dans la catégorie offre. Pour autant, dans ce qu'on va quand même appeler encore une offre, là-dedans, maintenant, ce qui est visé, c'est des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est un grand pas de côté que permet de faire la logique de changement de modèle économique. Et le dernier résultat sur lequel je voulais qu'on prenne un petit temps aussi et un peu de prise de recul, c'est sur l'unité de facturation. Qu'est-ce que vous facturez à la fin de votre travail? Très classiquement, en général, bon voilà, c'était ce que disait Julien, on facture une marchandise. Je
je vous invite à tous identifier et à réfléchir sur la marchandise qui cache votre travail réel. Ce que vous facturez, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous faites réellement et toute la valeur que ça produit. On fait comme si c'était, je vois monsieur Le Tierce au fond, on fait comme si à la fin ce que l'on vendait c'était du revêtement de sol. Alors qu'en fait, on a fait on a créé plein d'effets utiles derrière, et en plus la valeur, le revêtement de sol en lui-même, ça n'a aucune valeur. C'est juste un coût. Et on fait comme si l'ensemble de la valeur était dans cette marchandise. C'est ça, c'est vraiment la logique industrielle, elle nous met dedans parce qu'elle fait croire que tout ce que l'on produit comme valeur, c'est de la marchandise. Et c'est ça qui fait qu'on a une croissance économique qui fait qu'à la base, plus on la développe et plus on consomme de la matière première, forcément. Par contre, si on pense que ce qui crée de la valeur, c'est le travail, alors là, du coup, on peut développer de la croissance économique à l'infini, sans consommer plus de matière première. Donc ce qui se passe comme résultat très très concret à la fin, c'est qu'on a des unités de facturation qui sont beaucoup plus proches de ce que vous faites réellement. Et de ce que, en termes de moyens, de ressources, et en termes de résultats. Est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Ouais, il y a un des indicateurs clés d'une entreprise, c'est quelle marge brute je suis capable de dégager. En tout cas, dans une industrie, c'est l'indicateur principal. Dans l'imprimerie, c'est celui qu'on regarde le plus, en tout cas. Et donc, c'est par rapport à la matière première que j'achète, quel chiffre d'affaires je fais, quelle marge il me reste entre mes achats et mes ventes. Dans un mode industriel, ce qui se passe, c'est que la marge a tendance à se dégrader au fur et à mesure que les volumes augmentent. C'est-à-dire que finalement, en pourcentage, on a moins de marge par matière consommée et on cherche à se rattraper sur le volume. Il y a un effet qui fait que plus le chiffre d'affaires augmente, plus ma consommation de matière augmente. Quand on est passé avec l'imprimerie partagée, avec Flexing d'abord, puis l'imprimerie partagée, sur le changement de modèle économique, j'espérais augmenter un peu la marge. C'est de passer d'une moyenne de 60-65% de marge brute à 70-80%. Finalement, alors c'est pas arrivé en un mois, mais sur les derniers chiffres qu'on a, on est arrivé à 209% de marge brute de plus par feuille imprimée que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que le fait, quand Simon dit il faut réussir à révéler le travail, et plus le client en a conscience, plus on est capable de facturer ce qui est à côté, plus finalement le chiffre d'affaires augmente sans faire augmenter les consommations de matières premières. Et ça donne pour une industrie quelque chose de magique en termes de résultats sur les marges brutes, c'est impressionnant. Par contre, un des effets, parce que tout n'est pas toujours très bon, un des effets immédiats, c'est que le chiffre d'affaires baisse. Donc il y a tout un accompagnement à faire sur la transition de modèle. On ne peut pas d'un coup comme ça dire tiens je vais basculer tout mon modèle, puisque le premier effet c'est qu'on consomme moins de matière, donc on facture moins de matière, et il y a un temps avant de réussir à le basculer sur la partie servicielle. Mais si on le fait petit à petit, c'est assez efficace. Les 4 blocs que je vous ai présentés, c'est juste pour un exercice conceptuel. Dans le réel, et c'est ça toute la difficulté, tout est dans tout. Lorsque vous commencez à toucher un petit peu à des enjeux d'échange, vous êtes en même temps en train de toucher potentiellement à des enjeux de financement, à des enjeux d'organisation du travail, à des enjeux de gouvernance. Donc nous, on les sépare pour pouvoir au bout d'un moment penser l'affaire, mais dans le réel, tout est totalement intégré. Alors, le nerf de la guerre, c'est celui-là. L'organisation du travail. Et surtout, c'est quoi le travail ? Vous avez une définition industrielle du travail, et donc vous propose une autre définition du travail, que l'on appelle serviciel. Ça, c'est ce qui change globalement dans le contexte. On bassine beaucoup nos adhérents sur cette notion de travail qui ne peut pas être résumée simplement à une succession de tâches. En réalité, le travail, c'est l'écart entre ce que vous avez prévu de faire et ce que vous faites réellement. Et c'est un écart d'ailleurs qui sera toujours présent. On ne peut pas le réduire à zéro. Si vous le réduisez à zéro, c'est qu'il n'y a plus de travail, en réalité. Et qu'une machine peut le faire, et une machine ne travaille pas. Elle ne mobilise pas de subjectivité, la machine. Or, dans notre affaire, la subjectivité au travail, c'est la source numéro 1 de création de valeur. Par rapport à ce changement de contexte, et notamment à ce qui doit surtout être transformé dans la façon dont on organise le travail, ce que l'on retrouve chez quasiment tous nos adhérents,
c'est qu'ils passent énormément de temps à faire animer ce qu'on appelle de la réflexivité, des temps réflexifs. C'est un truc qui se passe jamais, 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 jamais dans une logique industrielle. C'est par exemple, avec les collègues, on va s'arrêter sur une situation, un accompagnement d'un client par exemple, et puis on va discuter ensemble, on va, subjectivement, hein, qu'est-ce que tu penses qu'on a produit pour ce client, comme effet utile par exemple? Comment tu t'es débrouillé par exemple pour créer de la confiance avec lui? Est-ce que ça a développé ta santé, le fait de travailler avec ce client? Pourquoi? Est-ce que tu as réussi à proposer quelque chose de pertinent pour lui? Comment tu as fait pour faire ça? Etc., etc., etc. Donc on s'arrête à un temps pour évaluer, dans le passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé, en gros. Qu'est-ce qu'on a produit comme résultat, et comment on s'y est pris. Si on ne fait pas ça, c'est impossible de valoriser ce que l'on fait réellement. On ne peut pas dire à l'avance ce que l'on va produire comme effet utile, et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme moyen pour y arriver. Ça, c'est une logique industrielle. Et toute la qualité, d'ailleurs, est pensée comme ça. Le process qualité est pensé comme ça, dans une logique industrielle. On définit à l'avance ce que l'on va produire, sa qualité et comment on va le faire. Nous, dans le réel, ça se passe jamais comme ça. Et d'ailleurs, heureusement que ça se passe jamais comme ça. Parce que ça serait réduire beaucoup de choses. Ce qui fait que, du coup, on va être tout le temps obligé de co-construire avec les salariés, avec les partenaires, les clients, les fournisseurs, ensemble, le service que l'on va rendre. On ne peut pas le définir tout seul. Et très très important, encore une fois, c'est subjectivement qu'on va le faire. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, ce qu'on a produit? Et enfin, le dernier point sur lequel on va insister, là notamment, c'est un enjeu de résultat. Et ça ne fait pas des moindres, c'est un des objectifs que je vous ai présenté au départ de la plénière. C'est que ce que ça transforme concrètement, les nouveaux modèles économiques, dans une logique servicielle, c'est que ça améliore du coup la qualité de vie au travail. Parce que pour la première fois, on va s'arrêter pour s'intéresser à ce que vous faites réellement. Parce que dans une logique industrielle, ça se fait quasiment jamais. Et puis surtout, on va totalement changer la nature du travail. C'est pas exactement la même chose de penser que son travail, c'est distribuer toujours plus de plaquettes, plutôt que, je te laisse terminer sur tous les effets utiles que ça peut produire. Hier, en ayant une discussion à l'IEFC, je me suis rendu compte qu'il y a un cas qui arrive souvent, dans lequel on discute la valeur a posteriori avec le client. C'est celui dans lequel il vous demande une remise commerciale. Finalement, c'est ça. On a produit quelque chose, on s'était mis d'accord sur un prix, la valeur n'est pas celle qui est estimée du point de vue du client, il vous demande une remise. C'est un temps de réflexivité. Sauf qu'il est toujours dans le même sens. Là, l'idée, c'est d'essayer d'aller discuter avec eux de « Tiens, qu'est-ce que ça a produit, ce que j'ai fait ?» Le fait que, finalement, on ait changé quelque chose sur ton document. Le fait qu'on t'en ait pas fait imprimer trop, qu'est-ce que ça a fait? J'ai un bon exemple qui est arrivé la semaine dernière. J'ai un client qui vient me voir et qui me dit, un très bon client que j'adore, qui me dit « Julien, quand même, tu me factures, je fais à peu près 125 livres à chaque fois que je sors une édition, tu me factures, je crois que je vais facturer 35 € par mois d'adhésion, et puis je fais quand même 350 € par rapport à ce que j'imprime. Bon, je crois que maintenant, je vais en imprimer 120, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Parce que ça fait cher la mensualité par rapport à ce que j'imprime. » Et je me dis, attends, ça fait 5 ou 6 ans qu'on bosse ensemble. Sur le premier bouquin, il avait fait 1000 exemplaires, sur le deuxième, il en a fait 600, sur le troisième, 300, Petit à petit, il a su ajuster les quantités, et maintenant, il est en capacité, lui, de savoir ce qu'il va consommer réellement. Il dit, ah oui, c'est vrai, et je lui dis, et ça, je te l'ai pas facturé. Ah oui, c'est vrai. Après, je lui dis, il me semble que tu m'avais dit que si on n'était pas là, tu aurais arrêté, c'est une collection, en fait, de bouquins sur le port de Boulogne. Il me dit, je crois que tu m'avais dit que tu aurais arrêté à la 2e édition. Et il me dit, je crois que j'aurais arrêté à la 1re édition. Et donc, en fait, on rediscute avec lui de la valeur qui a été créée. Parce que les clients l'oublient. Et nous aussi, on l'oublie, en fait. Et finalement, ça vaut toujours le coup de rééchanger avec eux sur, tiens, qu'est-ce qu'on a créé? Et on découvre des choses. On découvre réellement des choses. Y compris quand on le fait avec les salariés. Vincent et Audrey, qui sont ici, ont été témoins de quelques ateliers à l'imprimerie, où en fait ils ont posé la question à mes salariés, à certains de mes fournisseurs, de dire, et clients, de dire, tiens, c'est quoi pour vous Flexink? Quelle valeur ça a? Et qu'est-ce que...
On discutait à un moment donné d'arrêter, c'était un peu compliqué. Et j'étais extrêmement surpris de tout ce qui est sorti. Ça ne veut pas dire qu'on peut systématiquement la facturer. C'est-à-dire que ça ne se transforme pas tout le temps en tiens, j'ai créé ça chez toi, ça fait 1500. Mais par contre, petit à petit, ça permet de mettre des nouvelles habitudes, au moins de valoriser ce qui est fait, de valoriser le travail aussi de nos propres salariés, et de fidéliser, et petit à petit quand même être moins mis en concurrence, voire jusqu'à ne plus l'être du tout. Il y a quand même quelque chose de très fort qui joue autour de ça. Et après, à chacun de trouver des astuces pour en fait transformer cette valeur créée en valeur monétaire. Il y a plein de solutions et elles sont uniques en fonction et des clients et des entreprises. Il y a quelque chose quand même aussi, c'est de dire, il n'y a pas de solution générique. Là, on parle des projets d'impression de Flexink. En fait, ils ne sont pas utilisés de la même manière par tous les clients. Il y a des bases, il y a des invariants ou des repères qu'on a créés qui permettent d'engager le travail, mais le service n'est jamais le même en fait. Entre les différents clients qui sont ici, on n'a jamais exactement le même service. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Pour ce qui est de la qualité de vie au travail, j'aurais bien aimé... j'aurais préféré que ce soit mes salariés qui discutent ou mes coactionnaires. En tout cas, moi je peux vous dire que, me concernant personnellement, depuis que on travaille sur les projets d'impression, qu'on discute avec les clients, il y a un niveau de stress qui a beaucoup baissé. Bon, petit aparté pour ces 2 jours parce qu'on est en panne, mais quand même. Il y a en fait, quand on discute réellement de ce dont les clients ont besoin, on se rend compte que c'est souvent des petits problèmes. Sauf que dans un mode industriel, concernant du moins l'imprimerie, souvent on lance une prod pour 1 an ou pour 1 an et demi parce qu'il faut l'imprimer beaucoup, parce que du coup ça coûte moins cher, mais on s'engage très fort. Là, on peut trouver des solutions avec les clients pour pour résoudre leurs problèmes immédiats. Et dire, bon ok, c'est quoi le souci? Je t'imprime 3-4 exemplaires, on verra potentiellement même la facturation après. On règle le problème et tout de suite, il y a une tension qui baisse. Et c'est vrai pour tous les clients. Et ça change réellement la façon de travailler. Pour le reste, il faudrait leur demander, je pense. On vous trompe un petit peu, et encore pas totalement ce soir, en vous disant, on vous présente des indicateurs. La difficulté dans notre changement de modèle économique, vous l'avez peut-être identifié, vu que la valeur elle est plus sur des enjeux matériels, et du coup sur les enjeux immatériels, et des indicateurs mesurables sur les enjeux immatériels, c'est très 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 compliqué, voire impossible. Pour autant, c'est pas une raison pour ne pas évaluer. Et il y a un autre outil très intéressant qui permet d'évaluer, c'est ce que l'on appelle la mise en récit. La mise en récit n'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement l'histoire qu'on raconte comme ça. La mise en récit, c'est un petit peu d'ailleurs ce que l'on fait ce soir, à travers des enjeux d'expérience de Julien qui est mis en perspective, et qui surtout se concentre sur, encore une fois, le travail réel. On met en récit le travail. Comment on s'y prend pour pouvoir rendre un service, et qu'est-ce qu'on a réellement rendu comme service. Si on ne fait pas ça, c'est quasiment impossible d'évaluer dans une logique servicielle. C'est impossible d'attraper l'immatériel avec des enjeux purement comptables, quantifiables. Du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a un temps de travail non négligeable pour produire cette mise en récit. Au tout début de Flexink, nous on vendait des crédits d'impression et on considérait que tout le service rendu par les crédits d'impression allait être vu par les clients. Et en fait, finalement, ils n'étaient jamais reconnus. Simplement, s'ils disaient « oui, de toute façon, j'ai acheté des crédits d'impression, c'est normal que tu me rendes service, c'est fait pour ». Mais en fait, le niveau de service, ni l'impact que ça avait chez eux, c'était jamais conscient. Il y a vraiment toujours besoin d'en discuter. La question du financement. Qu'est-ce qui change dans le contexte, dans les structures qui s'engagent dans les nouveaux modèles économiques? C'est notamment des indicateurs, là pour le coup, très quantifiables. Et c'est du coup l'un des indicateurs que je vous ai présenté tout au départ. Regardons votre chiffre d'affaires et faisons un ratio sur la quantité de matières premières que vous avez consommé pour pouvoir produire ce chiffre d'affaires, et on regarde l'évolution de cette affaire. On peut le faire aussi avec la marge,
ça marche aussi. Je te laisserai parler du coup, Julien, aussi du temps commercial. Ce qui va changer aussi dans le contexte, je vous l'ai présenté tout à l'heure très succinctement. Traditionnellement, on considère que ce qui a de la valeur, c'est la marchandise que l'on vend, et le travail est un coût, bizarrement. Là, l'idée, c'est de faire totalement l'inverse. De dire au bout d'un moment, ce qui a de la valeur, c'est que le travail, et que les marchandises que l'on a consommées pour pouvoir produire un service, eux, sont un coût. Il y a un petit schéma juste après qui va bien vous expliquer cette affaire-là. En termes de travail, qu'est-ce que vous allez faire que vous ne faisiez pas auparavant dans une logique de nouveau modèle économique? Et vous allez commencer à mutualiser des coûts. Parce que si vous vous posez la question quels sont les effets utiles que vous produisez, eh ben vous verrez qu'il y a plein d'acteurs différents qui bénéficient des effets utiles que vous produisez. Là où avant il y avait simplement un client. Ce sera impossible, je prends un exemple très concret, impossible de faire payer un bailleur social dans le prix au mètre carré l'ensemble des effets utiles que l'on peut produire en termes sociaux et environnementaux. Le prix au mètre carré nous mettra dedans, ce sera toujours trop cher. Par contre, il y a plein de gens qui sont des bénéficiaires potentiels du fait qu'on améliore la qualité de vie dans le quartier, qu'on améliore la qualité de l'air dans le bâtiment, etc. Donc c'est pas non plus au bailleur social de payer à travers un prix d'un mètre carré l'ensemble des effets utiles que vous pouvez produire pour lui. Donc un gros boulot qui consiste à changer son modèle de financement, c'est finalement de mutualiser l'ensemble de la valeur que vous produisez. Et enfin, le résultat qui est attendu, je vous l'ai dit dès le départ aussi de cette plénière, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'effet ciseau. Développer votre croissance, mais sans taper dans les ressources de la planète. Ça, c'est un sujet qui me passionne. En fait, pour penser, tout à l'heure, Simon parlait du temps du commercial, c'est un sujet qu'on a tous, le taux horaire, ce genre de choses. C'est intéressant de revoir ce qui nous empêche finalement de sortir de cette logique de prix unitaire, de cette logique de mètre carré. Voilà. Ici, vous avez en rouge la structure de coût d'une imprimerie traditionnelle. C'est-à-dire que, vous le savez certainement tous, plus vous imprimez, moins c'est cher. C'est-à-dire que vous avez le coût de revient ou le coût unitaire qui baisse en fonction de la quantité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour démarrer une presse offset, il faut un certain temps, c'est-à-dire il faut une demi-heure, il faut engager des matières premières, donc il faut un jeu de plaques. Il y a des temps de réglage, de changement de papier, ce genre de choses, en fait, qui justifient le fait que le coût unitaire est élevé. Et on l'accepte tous, vous l'acceptez tous. Et s'il y a des imprimeurs ici, ils vont me dire bah oui, c'est normal, et ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Eh ben, moi je dis que c'est un choix. Pourquoi? Ou c'est une convention. Pourquoi est-ce qu'on choisit de mettre tout le coût sur la première feuille, finalement? Si moi je dis, bah ok, l'objectif de mon imprimerie, c'est de gâcher moins, je pourrais très bien dire, bah, ce truc de facturer tout sur la première feuille m'emmerde, et je vais le facturer sur la centième feuille. Ou alors je vais le facturer à la feuille et le lisser sur toute ma production. On pourrait penser que c'est un truc un peu fou. Je vais vous faire le même schéma, mais à l'inverse. Si on considère que la ligne rouge, c'est le temps commercial, d'accord? On pourrait dire, la première heure, le début de la relation client, le commercial va passer beaucoup de temps. Et en fait, plus la relation va avancer dans le temps, plus il y aura de connaissance du client, plus il y aura de confiance, et moins ce sera cher finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne facture pas à nos clients plus cher la première heure commerciale? C'est un choix, c'est une convention. Moi, ce que je propose, c'est que, du coup, dans mes calculs de prix, on a remis tout ça à plat, en disant, eh ben, finalement, on peut très bien décider de dire qu'on n'imprimera pas plus qu'une certaine quantité de papier. Et de ce fait-là, j'ai une limite maximum de ce que je peux imprimer, et on a lissé les coûts de démarrage. Du coup, le premier exemplaire et le dernier exemplaire ont le même prix. C'est un choix, tout le monde peut le faire. De la même manière, commercialement, ça vaudrait le coup, pour ceux qui cherchent des façons de valoriser leur travail, sans forcément facturer tout de suite plus cher, au moins d'expliquer ça à nos clients. De dire, en fait, je suis en train d'engager quelque chose avec toi, et là, tout de suite, ça me coûte cher. Je devrais te facturer un peu plus cher. Et pourquoi on ne le ferait pas? Du coup, tu peux remonter si tu veux bien.
C'est sur les conventions, parce que souvent on pense que c'est pas possible, et aussi on dit bah non, moi je suis pris par le coût, tout dépend de ce qu'on cherche à facturer. Si c'est pas des quantités, alors dans ce cas-là, ça vaut le coup de ne pas faire porter tout le poids de nos structures, le poids financier de nos structures, sur les produits, et de penser d'autres manières de les répartir. Pour ce qui est de l'imprimerie, moi, sortir de ce truc-là, ça a ouvert tous les champs. De ce fait-là, bah, ça permet de, en fait, c'est là l'imputation des coûts. Si on commence à imputer moins les coûts de nos entreprises sur les produits, mais plus en fait sur le service, et d'arrêter d'être pris dans cette logique, on va commencer à considérer en fait les produits comme des coûts. C'est-à-dire que finalement, on va se dire, bah, si je reprends l'exemple des jeux de plaques, si je dis bah, en fait les jeux de plaques, je ne peux pas les facturer à la première feuille, mon objectif, ça va être qu'il y en ait le moins possible finalement. Et donc je vais avoir une relation différente à ce que j'achète. Et petit à petit, le décalage se fait en disant bah, il faut bien que je fasse reconnaître à mes clients ce qui est en dehors du produit. Et donc on a une logique comptable qui s'inverse. Il faut trouver des comptables sympathiques. Hein. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Mais en tout cas, ça ne dit pas que c'est une règle universelle, mais c'est un exercice intéressant quand on cherche à dépasser une certaine logique. Quand on a commencé le travail en fait, autour de l'imprimerie partagée, on s'est vite rendu compte que finalement, on avait intérêt à être sur les mêmes lieux, parce qu'on peut faire de la production, il y a des choses qu'on peut mettre en commun, mais surtout, en fait, dans nos équipes, on avait des personnes, des salariés, qui font à peu près la même chose pour les 2 imprimeries, ou 3 imprimeries. Et donc, quand on commence à discuter de ce qu'on peut faire ensemble, c'est vrai que les logiques de mutualisation arrivent très très vite. Vincent serait beaucoup mieux placé que moi pour parler de ça. Mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, y compris dans des logiques de coopération. Quand on commence à avoir l'habitude de travailler avec quelqu'un, très vite le sujet de la mutualisation peut arriver en disant bah tiens, là je le fais pour moi, je suis pas obligé de le faire pour toi. Chez Debunk par exemple, quand on répond à des appels d'offres, maintenant on essaye de travailler le plus possible avec Enedis, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on peut mutualiser. On termine avec le bloc autour de la gouvernance, qui pose la question de comment se répartit le pouvoir et les responsabilités dans une structure et dans son écosystème. Alors, il y en a une qui est pas en jaune, mais que je vais rajouter pour ce soir, parce que c'est pas du tout un détail. Ah non, si, pardon, elle est dans les résultats. Donc je reste dans le contexte. Ce qui va, on se poser la question au bout d'un moment sur en quoi c'est légitime qu'un tel ait un pouvoir de subordination, un pouvoir d'organisation du travail de l'autre. Classiquement, dans une logique industrielle, c'est simplement parce que je suis hiérarchiquement au-dessus de toi, et c'est ça qui fait que j'ai le droit, ou je suis actionnaire de la boîte, donc du coup, de fait, j'ai un pouvoir sur l'organisation de ton travail. Là, l'idée, c'est changeons le contexte. Ce qui fait la légitimité à pouvoir organiser, mettre la main dans le travail de l'autre, c'est le fait qu'il y ait une autorité professionnelle et qu'il soit reconnu comme tel. Je laisserai du coup notre ami Julien rentrer plus dans le détail pour savoir ce qu'il y a derrière ce concept. Merci. Se pose du coup aussi, qu'est-ce qui va changer concrètement dans les activités, dans le travail, dans l'organisation de la gouvernance? C'est tout simplement le fait qu'on va organiser des espaces pour que de participation, d'échange, de prise de décision avec les salariés sur les enjeux qui sont d'habitude simplement les enjeux de dirigeants d'entreprise. Je ferme pas, par exemple. Petit enjeu. L'idée aussi, qui va largement changer, c'est que le périmètre de responsabilité des salariés, du coup, il va largement augmenter. On va demander un peu à tout le monde de prendre une partie du travail du dirigeant, et d'ailleurs le dirigeant va lui demander aussi de prendre une part du travail des salariés. Mais ça se fait, c'est impossible que ça se fasse sans qu'on aide les salariés, les collaborateurs. On le voit, on travaille beaucoup avec un réseau qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, dont l'une des activités principales, c'est de former des dirigeants à être dirigeants. C'est quoi le travail de dirigeant? Une question redoutable. Et donc du coup, il y a des JD qui passent des dizaines d'années
au sein du CGD, ils n'ont pas toujours fini de répondre à cette question, en quoi consiste le travail du dirigeant. Donc imaginez du coup des salariés qu'on n'a jamais mis en situation de responsabilité économique. On ne peut pas les lâcher du jour au lendemain sur le fait que, comment tu penses qu'il faut gérer la boîte, quoi, sans avoir aucune... Donc il faut accompagner la montée en compétences et en responsabilité des salariés. Ça, c'est une grosse part d'activité qui va changer dans le travail du dirigeant, qui ne va pas être simplement là à prendre toutes les décisions stratégiques seul, ce qui crée beaucoup de souffrance, d'ailleurs, au passage. Et ce qui va arriver comme résultat, qui est assez impressionnant du côté de Flexink, est-ce que c'est de la responsabilité de l'imprimerie, d'une imprimerie, du fait que les clients ne consomment pas toutes les plaquettes? Ou pas? Est-ce que j'accepte de prendre la responsabilité sur mes épaules du fait que je contribue à la pollution potentiellement? Est-ce que j'accepte de prendre sur mes épaules le fait que je produis potentiellement du mal-être au travail parce que je suis obligé de pressuriser mes salariés pour qu'ils puissent produire toujours plus pour pouvoir avortir, etc., etc. Donc ce que ça produit en termes de modèle de gouvernance pour tout le monde, là en tant que structure, c'est que notre périmètre de responsabilité, il va être beaucoup plus grand. On va s'attaquer à des enjeux qui sont très très lourds à porter d'ailleurs. C'est pour ça que je vous invite à ne pas le faire seul, à rentrer dans un club. Je revends encore du coup l'enjeu du club Noé. C'est impossible, si vous voulez, de porter le poids de tout ce qu'on doit transformer dans le monde pour être dans une logique de développement durable seul. Pour autant, c'est quand même ce qu'on vous demande un peu de porter sur vos épaules. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Sur le fait de ne pas le faire seul, je pense que c'est valable pour toutes les slides. Le fait de penser seul son modèle économique, c'est quasi impossible. J'ai eu, moi, quand on a fait la mise en récit de la trajectoire de Flexink vers l'imprimerie partagée, à chaque fois, on voit qu'il y avait des personnes clés. À un moment donné, c'était certains clients, ensuite certains fournisseurs. Il y avait aussi, à un moment donné, Romain Domicile chez Athémis, le Club Noé, l'Institut. En fait, il y avait tout le temps quelqu'un. Sur l'imprimerie partagée, je pense que seul, j'aurais pas été capable de questionner mes clients et mes fournisseurs pour leur dire, bon, est-ce que ça, quelle valeur ça a pour vous Flexink et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et c'est pour le coup Vincent Daenaïs qui a porté ce sujet-là. Et le fait d'avoir un regard extérieur, c'était extrêmement confortable, voire facilitant. C'est même pas assez facilitant. Je pense que tout seul, j'aurais pas réussi à le faire. Sur la question de l'autorité professionnelle, j'avais parlé de moi, mais je peux aussi mettre une petite pique à Céline, alors je vais le faire. Quand on travaille, non mais pour essayer de représenter ce que c'est quand on travaille en coopération, souvent quelqu'un qui est reconnu comme ayant une compétence clé. Typiquement, quand on accompagne des clients sur leur stratégie de communication, on va parler de marketing, on va parler d'imprimerie, on va parler de communication, on travaille avec SI, c'est souvent toi qui fais autorité, Céline. Et c'est comme ça. Le client le reconnaît, nous, on reconnaît cette autorité, alors moi un peu moins, nous on reconnaît cette autorité, et ça permet de dire, en fait, la position de pouvoir, elle ne change pas parce que la gouvernance a changé. Il y a quand même quelque chose qui est reconnu. Ça arrive pour l'imprimerie partagée, quand je participe, quand on me demande mon avis. Ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet, que j'ai beaucoup expérimenté. Il y a une forme aussi d'autorité qui est reconnue par les salariés. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce que on utilise, en fait, ou comment on diffuse dans l'entreprise son savoir. Et il y a un vrai travail autour de la montée en compétences des salariés. Et le fait de le faire dans un espace de gouvernance ou dans des espaces de gouvernance, Vincent il me regarde comme ça, il dit on n'a pas fini, il ne faut pas qu'il en dise trop. Oui c'est long, mais en fait ça permet aussi de créer des espaces qui permettent de discuter de tous les enjeux qu'il y a autour d'une entreprise. Finalement, nous dirigeants, on parle très très peu de ce qu'on fait. Nos salariés le savent assez peu, et dès qu'on commence à les faire à partager, il y a plusieurs effets. D'abord, les salariés comprennent un peu plus le contexte, ils sont souvent capables de trouver des solutions. Pour moi, en tout cas pour moi, dirigeant, ça a fait baisser mon niveau de stress par 10, parce qu'en fait, on a beaucoup moins, j'étais beaucoup moins isolé, et ça permet de prendre des décisions stratégiques que j'aurais pas imaginé seul finalement.
Ça permet aussi, bon, ça fait des fois l'inverse aussi, hein. Ça prend des décisions stratégiques que je n'aurais jamais voulu prendre seul. Mais oui, les deux existent, tout est pas toujours tout rose. Mais en fait, ça permet, vraiment, ça fait progresser, ça crée aussi une dynamique d'entreprise qui est plus joyeuse. Ouais, je crois que c'est plus joyeux.